Bonjour Ariel Goldman. Bonjour Steve Sussa. Pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste l'appel national pour la Tzedaka ? L'appel national pour la Tzedaka est une campagne unitaire. Je dis unitaire parce que effectivement, elle a la particularité de rassembler toutes les composantes de la communauté, toutes les radios juives, tous les acteurs de la vie juive en France. C'est une campagne qui a été créée il y a 33 ans par le docteur Marcel Goldstein, qui était un visionnaire et qui s'est dit qu'il fallait, en plus de la campagne générale, comme nous l'appelons, créer une campagne particulière dédiée à la France, dédiée aux besoins sociaux des Français juifs. Combien de temps dure cette campagne ? Cette campagne dure un mois, du 15 novembre au 15 décembre. Chaque année, bien évidemment, elle se prépare longtemps en amont parce que nous préparons tout ce qui va en accompagnement, les spectacles, les dîners, les animations. Et puis, il y a une émulation. Et ce qui est formidable dans cette campagne, c'est quand je dis qu'elle est unitaire, elle est aussi participative. Chaque ville, chaque petit village, en tout cas, petite ville juive de France, veut faire son action pour la campagne de la Tzedaka. Ça peut être une course, ça peut être un spectacle, ça peut être une vente de halot dans une école. Tout ça, et pendant le mois de la Tzedaka, il y a un mois de sensibilisation médiatique auparavant, mais le mois de l'action, c'est 15 novembre, 15 décembre. Quelle est la situation de la communauté juive en France face à la précarité ? Parce que nos téléspectateurs ne se rendent peut-être pas totalement compte. Vous savez, on a effectivement dans la communauté un cliché qui nous colle à la peau. Qui est d'ailleurs dans les poncifs de l'antisémitisme quand il est trop répété et quand il est associé à d'autres clichés. C'est le cliché du juif riche, du juif qui possède des résidences secondaires, une belle maison, des belles voitures. Ça existe, bien sûr, on ne va pas se le cacher, mais il y a aussi de nombreux juifs et de familles juives qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et bien plus, c'est la double peine pour ces juifs-là. Parce que bien sûr, ils vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc il y a des difficultés sociales, des difficultés de parents isolés, des difficultés de violence conjugale, des difficultés liées au handicap, et en plus, il y a les difficultés liées à l'antisémitisme que nous connaissons depuis tant d'années, mais plus encore depuis ce terrible 7 octobre 2023. Et vous savez que nous espérons toujours être du côté des donateurs et jamais du côté de ceux qui reçoivent, mais cela peut arriver à tout un chacun. Pour qu'on se rende compte, combien de gens vous arrivez à aider ? On peut estimer à 40 000 personnes, celles qui sont touchées d'une manière ou d'une autre par les actions des associations fédérées au sein du Fonds social juif unifié et qui bénéficient des subsides de l'appel national pour la Tzedaka. C'est très important, parce que moi je le sais, mais j'aimerais vraiment que nos spectateurs en prennent conscience. Est-ce que ce sont des gens exclusivement juifs ? Il faut être honnête, nous ne demandons pas la carte ou l'appartenance au judaïsme pour aider. Lorsqu'une épicerie solidaire ouvre, comme nous l'avons fait cet hiver à Paris avec une association au nom de Gilles Taïeb, Zichrono Livracha, qui était un parrain emblématique, qui était l'avant-dernier parrain de l'appel national pour la Tzedaka, eh bien nous ne demandons pas aux personnes de quelle religion elles sont quand elles viennent à une épicerie solidaire, quand elles viennent à une librairie solidaire, quand elles ont besoin de telle ou telle aide, eh bien nous sommes là. Parce que c'est ça aussi le judaïsme. C'est un judaïsme ouvert, éclairé, qui ne demande pas à se recroqueviller et qui est prêt à aider tout un chacun, quelle que soit son appartenance, sa religion ou sa couleur de peau. Est-ce que, depuis le 7 octobre, les besoins ont changé ? Les besoins ont un peu changé parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans certains endroits qui se sont aggravés. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément des endroits, on parle toujours des territoires perdus de la République, on pense aux banlieues de Seine-Saint-Denis, mais non, l'antisémitisme a touché toutes les couches de la population et tous les endroits. Et de ce fait, il y a eu des personnes qui ont pratiquement, qui se sont mises à vivre recroquevillées, recluses, et qui ont parfois perdu leur emploi, qui ont parfois dû déménager, qui ont parfois voulu à envoyer leurs enfants dans des écoles juives qui ont un coût. Et donc nous sommes là aussi à travers les bourses La Talmide, qui sont des bourses cantines, pour aider ces familles. Oui, le 7 octobre a modifié également le paysage social de la communauté juive en France. Parce qu'on a des personnes qui ont dû retirer leur mezouza, qui ont dû changer complètement leur mode de vie. Et je ne connais aucune personne en France qui a dû changer son mode de vie parce qu'un événement à l'international était arrivé. Dans vos nombreuses activités et dans les nombreuses activités de cet appel à la Tzedaka, on sait aujourd'hui que les violences faites aux femmes sont devenues un fléau
terrible, presque anodin. Vous avez créé il y a 2 ans ce qu'on appelle la Maison de Léa, où vous faites un travail remarquable par rapport aux femmes à qui il arrive ça. Racontez-nous un petit peu. La Maison de Léa, avec la fabuleuse association Lev Tov, Oui. c'est un endroit qui est situé dans l'Est parisien. C'est une très jolie maison qui a été redécorée dans des appartements de goût pour venir en aide aux femmes qui doivent se réfugier, qui doivent quitter la maison, souvent avec les enfants, parce que le conjoint est devenu trop violent et que lui ne part pas, donc on les fait partir. Et ce sont des appartements pour femmes isolées, femmes en difficulté, et qui aident ces femmes et ces enfants d'ailleurs à se reconstruire. C'est un très joli projet que nous avons accompagné, que nous avons aidé, que les donateurs, donc vos téléspectateurs, cher Steve Suissa, ont aidé en participant à l'appel national pour la Tzedaka. La Maison de Léa, c'est vraiment un projet dont je suis très très fier, qui a vu le jour et que nous devons continuer à accompagner parce qu'évidemment, une maison, il y a des frais, il y a de l'entretien. Ces femmes-là, ça doit leur coûter rien du tout. Nous sommes là pour les aider, pour un moment de leur vie, pour les aider dans ce parcours d'assistance. J'insiste un peu sur ce mot, mais il est le maître mot du savoir-faire du Fonds social juif unifié. Bien sûr. Quels sont les autres domaines où vous êtes très actifs pour qu'on en prenne conscience? Alors, on est en fait actif dans 2 séries d'actions. Il y a les actions du quotidien, c'est-à-dire personnes âgées, personnes handicapées, enfants autistes, enfants en difficulté, tous les domaines du champ du social. Et puis nous essayons également de participer à des actions structurantes. Nous avons aidé la Maison de Léa, on vient d'en parler. Nous aidons aussi à l'ouverture de maisons d'action sociale, qui sont des maisons pour aider aux soins. Nous aidons également les jeunes en difficulté, c'est-à-dire les jeunes qui ne peuvent plus être dans des maisons d'enfants, mais qui ne peuvent pas être encore dans le monde du travail. Et enfin, j'y tiens beaucoup, nous avons ce réseau d'épiceries solidaires. Nous avons ouvert à Paris 11e, nous ouvrons à Sarcelles, nous ouvrons à Nice. Et quand je dis nous ouvrons, non, c'est très prétentieux. Nous aidons à ouvrir, nous accompagnons des associations sociales qui ouvrent ces épiceries solidaires. Nous avons également ouvert à Nice et à Strasbourg des librairies solidaires. Alors le principe de ces épiceries solidaires et de ces librairies solidaires est le suivant. C'est pas tout à fait comme les Restos du Cœur. Souvent on me dit oui, c'est les Restos du Cœur. Non. Parce que quand vous venez au Restos du Cœur, on vous donne des paquets de vivres et c'est très important et vous repartez. Quand vous venez dans une épicerie solidaire financée par l'appel national pour la Tzedaka, eh bien nous avons des accords avec des fournisseurs de marchandises ou de produits d'hygiène ou de biens de consommation, de nourriture et les gens payent un panier qui vaudrait 50 €, ils vont le payer 5 ou 10 €. Mais nous gardons cet esprit de Maïmonide, de la dignité, parce que la tzedaka, elle peut être faite à plusieurs niveaux. Mais le niveau le plus important, c'est celui où la personne qui reçoit garde toutefois sa dignité et doit faire son achat comme si elle allait dans un supermarché normal. Pour moi, c'est un haut niveau de tzedaka qui est évidemment la variante de la pièce que nous donnons à la personne. Et il faut le faire aussi que nous rencontrons dans un commerce ou dans la rue. Pour que les gens se rendent compte du panel incroyable à 360 degrés de cet appel national pour la Tzedaka, vous aidez aussi la Maison des Sourds. Oui, nous aidons la Maison des Sourds, nous avions fait un magnifique reportage et effectivement, les sourds juifs, on pourrait dire, bien, ils ont les aides comme tous les autres instituts nationaux, mais vous savez, dans toutes les difficultés sociales, il y a la part juive. Il y a ce que nous ne pouvons pas demander au pouvoir public, ce que nous ne pouvons pas demander aux collectivités territoriales. Une bar mitzvah, apprendre à un enfant à lire, un enfant sourd ou un aveugle à lire, c'est un problème particulier. C'est pas tout à fait la même chose. De même, les personnes âgées, dans les maisons spécialisées, il y a cette part juive pour leur permettre de célébrer les fêtes, de manger cachère. Et tout cela, eh bien, c'est la part du Fonds social. Vous savez, le budget social du Fonds, c'est 10 millions. Mais l'appel national pour la Tzedaka, c'est 3,5 millions. Donc on est loin du compte. On est sur une belle partie, et 3,5 millions, c'est un chiffre record de l'année dernière, mais j'espère que le nouveau président, dont c'est la première année cette année, qui participe à votre émission également, Lionel Stora, qui vient de Marseille, j'ai tenu à ce qu'il y ait une personnalité de région, parce que Paris n'est pas la France et la France n'est pas Paris. Et il se passe des tas de choses en région, à Marseille, à Lyon, à Strasbourg. Nous sommes présents dans toute la France et c'est un appel national. Donc cette année, c'est un président qui vient de région. Je retrouve maintenant le président
de l'appel national pour la Tzedaka. Bonjour Lionel. Bonjour Steve. Vous êtes, et vous venez d'être nommé président de l'appel national pour la Tzedaka. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Écoutez, j'ai envie de dire que c'est énorme. D'abord parce que c'est un signe fort que l'institution est sur le terrain, que c'est pas du parisianisme, comme certains ont tendance à le penser, et que l'institution a à cœur qu'on soit présent dans toute la France, puisque c'est vraiment sur le terrain, dans toutes les régions qu'on œuvre au quotidien. Donc c'est un honneur, c'est une responsabilité, et puis c'est une grande joie de participer à cette grande aventure à l'échelle de tout le pays, et plus seulement à l'échelle de la région que j'ai le plaisir de représenter en tant que président régional. Est-ce que par rapport à ce que vous sentez, par rapport au moment que cette communauté est en train de vivre, il y a quelque chose que vous voulez ou que vous souhaitez particulièrement mettre en valeur ? Je crois que ce qu'il faut mettre en valeur, c'est que le fait que plus que jamais, dans ces moments où on se sent seul, plus que jamais, il faut penser à ceux qui sont seuls depuis longtemps, qui sont seuls toute l'année et qui sont seuls sans nous. Donc il faut vraiment, on a une espèce de miroir en ce moment, la société, la transformation sociétale, c'est une espèce de miroir qui fait qu'on sent ce que c'est que la solitude. Donc il faut que plus que jamais on soit solidaire et plus que jamais on comprenne les plus fragiles qui ont besoin de nous. Et puis nous aussi on a besoin d'eux en réalité parce qu'on a besoin d'une cohésion parfaite, totale, dans toute la France, dans toutes les communautés, quels que soient les engagements, quels que soient les credos, quelle que soit l'idée du judaïsme qu'on puisse s'en faire. Qu'est-ce que vous rencontrez comme problème ? Des vieilles personnes qui ont besoin d'aide, des jeunes qui prennent pas le bon chemin, des femmes qui ont été battues, des familles entières qui ont eu un accident ou un accident de la vie et qui se retrouvent devant un besoin ou une catastrophe auquel ils ne s'attendaient pas ? Je vous disais tout à l'heure que c'était énorme. Vous savez, nous on est dans une région à Marseille dans laquelle on a plus de 25% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On estimage Marseille, le soleil, la vie facile. 25% de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Une personne sur 4 que l'on croise vit en dessous du seuil de pauvreté. Et la communauté n'échappe pas à cette triste réalité. Donc je sais très bien que partout en France, on va retrouver les mêmes schémas, on a des idées reçues et en fait, la précarité s'est installée partout. Donc je sais que partout, il faut être présent, partout, il faut accompagner les gens. Et c'est ça en fait, il faut accompagner les plus fragiles. Lionel, un des sujets qu'on pourrait évoquer dans cette campagne d'appel national pour la Tzedaka, le handicap qui est omniprésent en France. Comment vous œuvrez sur ce terrain-là ? Alors le handicap, c'est comme beaucoup de sujets, il y a des failles. Il y a des situations dans lesquelles les gens n'ont pas de solution. Une personne handicapée qui vit chez ses parents est dans un contexte qui n'est pas forcément adapté, a de la difficulté à trouver de l'autonomie. Donc, un des projets qui nous tient énormément à cœur, sur lequel on est déjà en train d'accompagner, on a déjà accompagné une association magnifique qui s'appelle Beyachad, qui a créé des logements justement pour personnes handicapées. C'est un projet pour dupliquer ce modèle. Et ça permet à ces gens d'être autonomes, d'être dans leur élément, et ça permet aux familles d'avoir un rapport différent avec les personnes handicapées qui font partie de leur famille et qui prennent leur envol en quelque sorte. Et c'est ça en fait, c'est agir de manière concrète sur des sujets importants, faire des petites actions qui deviennent des modèles et qui, en s'amplifiant, peuvent devenir des modèles qui font école en fait. Ça, c'est une gageure, mais c'est en même temps quelque chose qu'on sait faire, qu'on peut faire grâce à l'expertise, grâce au tissu associatif et grâce au lien permanent que le Fonds social juif unifié a avec l'ensemble des associations avec lesquelles on travaille. Que ce soit le Kazim, que ce soit Beyachad, que ce soit d'autres structures encore, il y en a beaucoup. Donc c'est ça qui nous anime. La flexibilité de s'adapter par rapport aux problèmes de chacun, c'est ce qui va vous préoccuper pour former les équipes, pour motiver les bénévoles, pour mettre une énergie où on peut regarder, nous, en tant que spectateurs aujourd'hui, et se dire,
mais on ne peut pas ne pas aider, quoi. Ça pourrait être notre frère, notre sœur, peu importe son obédience. Tout d'un coup, le monde va aller mieux si on est réceptif à l'autre et à ce qui lui arrive, parce que l'autre, c'est qu'un miroir, et demain, ça peut être nous. Ben oui. En fait, que ce soit une personne âgée qui est isolée, que ce soit un enfant qui, si le FSJU n'est pas présent, ne peut pas avoir un repas chaud tous les jours, que ce soit une personne en situation de handicap, que ce soit une femme qui se retrouve en désarroi parce qu'elle est à la rue, parce qu'elle est battue, que ce soit... La liste est longue, malheureusement. Et c'est ça la force du Fonds social juif unifié, c'est l'expertise qu'on peut déployer et c'est la capacité qu'on a grâce à tous les donateurs, et il n'y a pas de petits dons, cette capacité à multiplier ce don par 7. Chaque fois qu'on donne 1 euro au FSJU, on a des leviers, parce qu'on est des professionnels, on a des leviers qui nous permettent de multiplier ça par 7, de mobiliser les services de l'État, de mobiliser tout le tissu associatif et d'être présent pour chacun, pour chaque besoin. Et il n'y a pas 2 personnes qui ont exactement le même besoin, qui sont dans une situation exactement identique. Aujourd'hui, on a la préoccupation des vieilles personnes qui sont souvent isolées, et on a aussi une jeunesse qui est, pour la plupart du temps, et souvent, encore plus dans des régions comme la vôtre, à la quête ou à l'oubli de valeurs et de points de repère. Il y a un FSJU jeunesse avec des gens à leur tête qui font un travail très consciencieux toute l'année et que j'ai rencontré souvent. Ça va être une de vos préoccupations ? C'est déjà une de nos préoccupations. Depuis le Covid, on a découvert qu'effectivement, il y avait des jeunes qui n'arrivaient pas à manger, des jeunes étudiants. On a découvert que distribuer des paniers de nourriture aux étudiants à l'entrée des universités, c'était salutaire pour certains. Et puis ces jeunes qui n'osaient pas exprimer leur désarroi, petit à petit, reprennent pied, osent parler, osent devenir eux-mêmes des militants, et puis, surtout, arrivent à se sortir de cette nasse. Et c'est grâce à ce travail qu'on arrive effectivement à répondre aux besoins de la jeunesse. Et puis la jeunesse, en ce moment, elle est éprouvée. On a un contexte sociétal qui est dramatique. On sait très bien à quel point la communauté est malmenée. On sait très bien à quel point les gens sont ostracisés. Donc nous, notre rôle et notre but au quotidien, c'est que les gens aient simplement une vie normale. C'est juste ça. Mais juste ça, c'est énorme. Et sans le don, on ne peut pas le faire, malheureusement. La campagne de l'aide Tzedaka, elle a pour tradition de financer des dizaines d'associations sociales, sur tous les sujets relatifs à la solidarité. Cette année, on a envie de vous montrer ce qu'est le parcours d'accompagnement. Comment est-ce que ces 40 000 personnes, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, comment est-ce que ces personnes, elles sont accompagnées? Comment est-ce que ce parcours d'accompagnement se fait et se déploie? Pour cela, il y a tout un tas de programmes qui est moins facile, effectivement, à mettre en image, mais tout aussi important et qui est financé grâce à ces dons qui sont faits par ces dizaines de milliers de donateurs qui nous accompagnent cette année encore. Alors, il y a effectivement l'aide au logement, qui est un gros programme du Fonds social juif unifié, qui permet d'éviter des situations de rue, des situations d'expulsion, qui permet d'apporter une solution absolument incroyable avec des appartements temporaires dans un premier temps, avant d'avoir accès à des logements pérennes. On a également la chance de pouvoir avoir un travail qui est fait de manière discrète, solidaire, rempli d'empathie et de tendresse, avec le réseau Passerelle, qui apporte une fin de vie digne à ces dizaines de rescapés de la Shoah et à ces enfants cachés. Il y a ce réseau d'épiceries solidaires où ces familles peuvent se rendre dignement, choisir l'alimentation qui leur convient et payer ce que l'on appelle le 10% en caisse et ainsi pouvoir avoir à leur tour des caddies et des paniers bien remplis. Bien sûr, le travail qui est fait par les associations locales, il est essentiel. Bien sûr qu'on les accompagne, on les finance, on leur apporte aussi une certaine forme de professionnalisation de l'activité, mais ça n'est pas tout. Le jour d'après, il est toujours là. Et ce jour d'après, on essaye en tous les cas de le résoudre en apportant ce parcours global avec ces hommes et ces femmes, tous ces travailleurs sociaux qui font la force du Fonds social juif unifié. Et on espère, grâce à cela, sortir des milliers de familles de la situation de grande précarité dans laquelle ils se trouvent. C'est notre objectif, c'est ce pourquoi tous ensemble on se remonte les manches, travailleurs sociaux, département de la philanthropie, élus, bénévoles. Et vraiment, je tiens à les remercier parce qu'ils sont très très nombreux sur le territoire. Et grâce à eux, on arrive à porter cette campagne absolument unique où tous ensemble, tous les acteurs du social s'arrêtent le temps d'un mois pour permettre au Fonds social juif unifié de collecter des montants tout à fait importants et de pouvoir, à notre tour, reverser ces sommes, les donner à ces partenaires du social, à ces programmes que l'on a en propre, comme notamment tout le réseau des épiceries et des logements temporaires et de ces maisons que l'on accompagne en matière de lutte contre le handicap, comme la Maison Benjamin. Et c'est absolument essentiel que l'on soit tous ensemble main dans la main. Alors j'ai envie de vous dire un grand merci.
L'épicerie du Cœur Gilles Taïeb, dans le 11e arrondissement de Paris, est déjà la 10e épicerie solidaire ouverte en France, grâce au FSJU et à la campagne de la Tzedaka. Gilles Taïeb était notamment vice-président du FSJU et ancien président de cette campagne. Il était profondément attaché à la notion de dignité. Car ici, les familles en situation de précarité viennent faire leurs courses, choisissent leurs produits et remplissent leur panier, comme tout le monde. Mais le montant payé est symbolique. Bonjour Julie. Bonjour Vanessa. Ça va? Je suis ravie de te revoir ici. Eh bien, bienvenue, voilà, on est dans l'épicerie du Cœur Gilles Taïeb. Merci, je suis très contente. On est très content de voir ce projet abouti. 1 an après le début de sa mise en route, tu me le fais un petit peu visiter? Bien sûr, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc, l'idée de l'épicerie achalandée, un peu comme une épicerie normale. On a des rayons avec des produits, des denrées non périssables, toujours des fruits et des légumes frais. On essaye d'aller vers le mieux manger pour tous. On va même retrouver parfois des produits bio, vraiment. Dès qu'on peut aller vers du mieux manger, on y va. On a tout un rayonnage de produits d'hygiène et d'entretien, parce que ça aussi, c'est un vrai besoin. Très coûteux pour les familles, c'est une vraie demande qui se... Très coûteux, un vrai besoin, des demandes et des choses auxquelles on ne pense pas forcément ou qu'on ne retrouve pas forcément dans les distributions de colis alimentaires qui vont plutôt cibler l'alimentation pure. On a tout un rayonnage de produits cachers, donc toujours en denrées non périssables. On essaye vraiment d'avoir un maximum de diversité dans les produits proposés. On va avoir en surgelé tout ce qui est viande, volaille, pizza, des borécas, pourquoi pas, des choses aussi qui peuvent faire plaisir aux familles parce que effectivement c'est important de pouvoir aussi se faire plaisir et donc ils peuvent choisir ce qu'ils veulent en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs envies, de l'envie des enfants et voilà. Le regard se porte forcément sur les prix avant-après, le prix de vente publique et le prix de vente de l'épicerie. On voit que les prix sont divisés par 2, voire même par 3. Oui. C'est ça le concept de l'épicerie? Le concept de l'épicerie, c'est qu'effectivement on achète à prix réduit dans un système d'épicerie classique pour que les personnes qui viennent ici ne se sentent pas aidées, qu'elles gardent leur dignité, parce que même avec ces prix-là, on voit que c'est encore difficile. Vanessa, aujourd'hui, l'épicerie est ouverte depuis plus d'1 an maintenant. On compte combien de familles en file active d'après vous? On a 100 ménages. Donc, qui sont constitués soit de familles monoparentales ou de familles avec plusieurs enfants ou de personnes seules. Et c'est une centaine de bénéficiaires. Vous êtes bénévole ici, dans cette épicerie? Oui. Comment ça se passe quand il y a une nouvelle famille qui arrive et qui peut donc bénéficier de cette épicerie sociale Gilles Taïeb? Ils viennent avec une carte et en fonction du nombre de personnes, donc ils se servent, je les laisse servir de ce qu'ils veulent. Je les laisse à l'aise en fait. Et puis après, en fonction de ce qu'ils prennent, je les fais payer. Je vois qu'il y a une petite machine à café là. Est-ce que ça veut dire que de temps en temps, vous prenez un peu le temps de vous asseoir, de parler avec eux? Bien sûr, des fois ils prennent le thé, le café, un petit jus. S'ils ont faim, je leur donne quelque chose à manger. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, à la fin de la journée? Moi, je suis heureuse quand je les vois repartir avec leurs courses. Puis je me dis qu'ils peuvent au moins avoir des repas dans la semaine, quoi, qu'ils puissent manger à leur faim. C'est quoi leur problème, généralement? Ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir faire leurs courses. Voilà. Donc ils regardent, disent que la viande, c'est un peu cher pour eux. Ils font en fonction de ce qu'ils ont. Voilà. Vous avez une idée de parfois ce qu'ils ont exactement par mois, une famille pour manger? Entre 30 et 50 euros. Par mois? Pour manger. Oui. Vous imaginiez, Esther, avant de travailler dans cette épicerie, que c'était aussi compliqué pour beaucoup de gens de la communauté? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Et après... Oui, c'est beaucoup de misère sociale que vous prenez plein fouet toute la journée, évidemment. C'est sûr.
Non, et quand on voit les enfants, oh, il y a de la viande, oh, il y a des pizzas, oh, est-ce qu'on peut? Les parents, non, on peut pas, c'est dur, quoi. L'épicerie du cœur Gilles Taïeb, c'est la 10e qui est financée notamment par la campagne de la Tzedaka en partenariat pour celle-ci avec votre association, l'association Mahava. On se souhaite une belle campagne pour pouvoir continuer à en ouvrir d'autres partout en France. Daniel a eu la vie de beaucoup d'entre nous. Un parcours solide, un métier, une vie de famille. Et puis un jour, tout a basculé. Un de ces accidents de la vie qu'on ne prévoit jamais, qui laisse sans repère, parfois même sans maison. Dans ce moment de bascule, les professionnels des équipes sociales du FSJU étaient là pour lui tendre la main. En quelques jours seulement, ils lui ont trouvé un appartement temporaire à Paris. Ces logements, financés par le FSJU, sont un véritable pont entre la chute et la reconstruction. Un chemin vers la stabilité grâce à un parcours d'accompagnement global. Je suis né à Marrakech, au Maroc. Et j'ai fait mes études aussi au Maroc, la même chose. Après, j'ai été aux États-Unis pendant une dizaine d'années. Quand vous avez travaillé aux États-Unis, c'était vos études ou vous faisiez un métier? Non, un métier, carrément. Directeur commercial d'une société d'import-export. Après cela, je suis revenu m'installer en France. Parce que mon ex-épouse, que Dieu ait son âme, ne voulait pas quitter la France, elle était là. Elle est restée pendant que moi j'étais aux États-Unis. Mais du jour au lendemain, mon épouse est décédée. Et après, bon, ça me fait de la peine de parler d'elle. J'étais chez ma fille, et puis bon, à la suite de ça, je suis venu ici. Voilà, on m'a donné ce logement. Est-ce qu'il y a eu comme ça une ou deux nuits, je crois, où vous n'avez pas pu dormir dans une maison? Ouais. Vous avez dormi où? Dans la rue. Vous savez, c'est malgré vous. Quand c'est malgré vous, il faut accepter. On peut pas essayer de se battre contre les événements. Non, il faut accepter, au contraire, il faut être content. C'est déjà pas mal. J'ai ma petite retraite, donc avec la retraite, j'arrive à manger, j'arrive à sortir, à m'habiller. Il est bien ce logement? Ouais. Et très bien, je dirais. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, Daniel, à ceux qui vont nous regarder et qui sont des donateurs de cette campagne de la Tzedaka? Je ne peux pas leur dire, c'est le mérite qu'ils ont. Et je leur envoie mes félicitations. Mais leur dire, c'est... Je ne peux pas leur dire. Qu'est-ce que je veux pour leur dire? Ils sont magnifiques, ces gens-là. Ouais. Liliane et sa sœur Irène sont nées pendant la guerre. Elles ont échappé au pire et elles sont inséparables. Quand la santé de sa sœur Irène a commencé à décliner, Liliane a fait appel au programme Passerelle du FSJU. Passerelle, c'est une équipe de professionnels partout en France qui accompagne les survivants de la Shoah et les seniors isolés avec recherche de solutions adaptées pour le maintien à domicile et soutien psychologique. Grâce à cet accompagnement, Irène et Liliane sont toujours ensemble. Comment est-ce que vous avez connu, Liliane, le département, le service Passerelle du FSJU? Alors là, j'ai contacté Passerelle quand ma sœur était encore à Vincennes, mais quelque part, elle avait le refus d'aller plus loin.
Et c'est quand tu es vraiment... Il y a eu un accident, je pense, circulatoire, d'autres accidents, commotion cérébrale à l'hôpital, et où elle a commencé à ne plus pouvoir s'exprimer d'une certaine façon. Et j'ai mis en place le fait que dans la résidence autonomie où elle était, elle ne pouvait plus rester, donc elle est venue ici. Et j'ai recontacté Passerelle, et j'ai eu le bonheur de rencontrer un beau gosse qui s'appelle Sébastien. On est d'accord, il est beau gosse, Sébastien. Philippe et d'autres qui ont pris le relais, mais avec une célérité, une assurance de ce qu'ils faisaient, connaissant très très bien les rouages de tous ces mécanismes qui, moi, m'ont libérée d'un poids, parce que j'étais déjà en burn-out. Tout ça a été mis en place pour permettre la capacité financière de rester ici, et surtout de calmer en moi une angoisse fondamentale, parce que j'étais prête à vendre mon appartement en Viager pour financer les choses. Si ça ne s'était pas mis en place et je ne vous avais pas rencontré, j'aurais plus ma sœur, elle serait plus là. Elle serait plus là. Et là, je suis chez moi à 100%, Irène est chez elle à 100%, et quelque part, Zoro est arrivé à la rescousse. Bon, et Zoro, donc c'est le FSJU. C'est ça. Et là, vous avez su mettre en place tout ce qu'il fallait comme structure, comme accueil, qui fait que du fond du cœur, je suis reconnaissante au plus profond de moi-même, parce que c'est une étincelle de vie qui est revenue. La bougie de Hanouka qui ne s'éteint pas. Le Fonds social Juif Unifié soutient l'ABPIEH depuis 30 ans. Créé par Michel Cassard, ici aux côtés du parrain de 2014, Patrick Bruel, cette association accueille des enfants et des adolescents en situation de handicap. Au fil des années, les demandes augmentent, les adolescents grandissent, mais aucune structure n'existe pour eux après l'âge de 18 ans. Pour Sharon, Raphaël et tous les autres, la question de l'après se posait déjà avec angoisse pour leur famille. Après la disparition tragique de Michel Cassard, la campagne de la Tzedaka a continué d'accompagner ce rêve un peu fou, mais vital pour ces jeunes. « 11 ans plus tard, le rêve est devenu réalité. La maison Benjamin a ouvert ses portes et Patrick Bruel est revenu pour découvrir ce lieu spacieux et lumineux avec des studios et un accueil de jour qui permet aux jeunes devenus adultes de poursuivre leur parcours de vie. Là, c'est toute l'équipe. Salut. C'est chouette d'ouvrir une porte et de voir autant de sourires. Ça fait plaisir. On s'attendait. Ah ben voilà. Je suis très content de voir cet endroit vivre comme ça, c'est formidable. Passez une belle journée. Salut. Ça va? Comment ça va? C'est quoi ta chanson préférée de Patrick? Il a caché la voix. Ouais? Ouais. T'as écouté? Oui. Ça te plaît? Ouais. Trop bien. Et tu chantes tes chansons? Et tu connais tout? Tu connais tout? Bonjour les jeunes. Bonjour. Salut. Raphaël. Comment tu vas, Raphaël? Oui, ça va très bien. Ça va super. Bon Allez, on appétit va à aller tous. montrer à Patrick Bruel les chambres, les studios, on va lui montrer à Patrick. C'est super, Voilà. c'est super. Putain, regarde, c'est génial. Oh, c'est trop bien. Voilà. Puis tout est super équipé et tout. Avec une petite cuisine. C'est extra, franchement. Tu peux faire ton film pour tout le faire. Il y a combien de personnes dans le centre? Accueillis. Oui. En tout, on est une centaine. Et il y a une centaine de professionnels. C'est formidable. Presque une personne par Ouais. C'est vraiment extraordinaire. C'est super émouvant. Vous étiez avec nous il y a 11 ans pile. Donc on ne s'était pas donné rendez-vous il y a 10 ans, mais on s'est donné rendez-vous 11 ans plus tard. Est-ce que vous voulez bien nous raconter, Céline, et nous raconter l'histoire de Sharon et nous expliquer pourquoi cette maison dans laquelle on est aujourd'hui, cette maison Benjamin, est si importante pour vous? Sharon est rentrée dans l'association, elle avait 5 ans et demi, elle a aujourd'hui 31 ans. C'est un projet, en fait, quand on en parlait avec Madame Cassard, c'était un rêve à la base. Un rêve, on ne savait pas si ça allait aboutir.
Et elle disait qu'elle voulait cette réalisation. Et donc moi je vous dis honnêtement, ma fille, elle est heureuse et épanouie. C'est une éponge d'amour, par l'amour qu'on lui a donné, par l'amour de l'encadrement qu'elle a eu avec l'association. Et excusez-moi, je suis hyper émue. Et nous aussi. Hein. Mais, nous aussi. Mais nous, parents, on n'est pas éternels. Même si elle a des frères et sœurs qui l'aiment plus que tout, je dormais pas tranquille. Je disais où elle va aller. Et là, c'est le paradis. Je peux partir tranquille. Jusqu'à 120 ans. Oui, mais c'est dur à entendre, mais c'est vrai. Et après? C'est la question qu'on se posait quand on est venu en 2014. Tout à fait. Et c'est la question qui a été posée instantanément. Et après, je me souviens d'avoir prononcé, même, je disais, mais c'est formidable ça, mais après, qu'est-ce qui se passe? Et là, Mme Cassard disait, Michel disait, on a le rêve d'après, de pouvoir continuer. Et c'est tout ce que nous avons entrepris depuis toutes ces années, avec la force du Fonds social, avec la force de la Tzedaka, avec la force de la générosité incroyable des gens, avec l'implication des gens, de tous. Et aujourd'hui, de voir que ce projet se réalise et prend forme avec tant de lumière et tant de sourires. C'est bouleversant. Je comprends que vous soyez très ému, évidemment, à plus d'un titre, mais nous aussi, on est très, très touchés. Parce que ce qui se passe, Tzedaka, c'est concret. Voilà le résultat. Pour ceux qui nous regardent, voilà le résultat de votre générosité, de votre implication et de votre énergie. Voilà. Laurence, vous êtes la maman de Raphaël. Raphaël, mon chanteur. Ah oui. Raphaël, incroyable, quel rythme. Non, il a un vrai rythme, quoi. Il a un truc. Il n'est pas rentré chez Madame Cassard quand il avait aussi petit. En rentrant, il avait 12 ans. J'habite à Sarcelles. Donc il avait fait des écoles de Sarcelles et c'était vraiment compliqué. On a été jetés plusieurs fois. Raphaël, il a beaucoup de caractère, il peut être très difficile. Et donc, en fait, on avait ouvert les portes de l'IME à 12 ans. Et à 20 ans, il était censé en sortir. Ouais. Et on n'avait rien trouvé. Donc l'État a insisté, l'ARS a insisté pour qu'on sorte d'ici. Et en fait, on devait aller d'institution en institution pour trouver quelque chose pour Raphaël. Et là, Madame Cassard et toute l'équipe, parce que véritablement l'équipe était toujours là, nous accompagner dans des institutions où on sort, on se dit mais non, on ne peut pas les laisser là-dedans, quoi. Faut qu'ils meurent avant nous, parce qu'on ne peut pas les laisser là-dedans, c'est pas possible. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'avais encore peur de l'après-moi. Et là, je me dis, il y aura peut-être un après-moi et peut-être qu'il pourra me survivre. Et ça, Madame Cassard, Esther, qui a vraiment pris la relève, ils ont compris ce besoin d'évolution du tout un chacun, parce que c'est ça qui fait qu'on est vivant. T'es content d'être venu dans la nouvelle maison? Maison Benjamin ici. Elle est contente. Comment vous expliquez, moi qui connais bien votre maison, qu'à travers tous ces films, malgré tout, on arrive à voir des gens qui ont le sourire aux lèvres, qui ont de la joie, qui fait qu'en fait, on n'est pas dans la plainte, on n'est pas du tout dans la victimisation. On est dans quelque chose qui relate beaucoup d'un judaïsme où on va chercher que le positif. Je crois que c'est effectivement la résilience juive. Cette résilience qui fait que quand on tombe 7 fois, eh bien on se relève à chaque fois, et 8 fois, et 9 fois. On ne baisse pas les bras, mais il y a aussi les sourires que nous avons grâce à l'appel national pour la Tzedaka, grâce aux personnalités, comme vous d'ailleurs Steve, mais bien d'autres, qui se prêtent au jeu pour venir, ces parrains que nous avons eus au fil des années, que nous avons tous les ans, et qui donnent du bonheur lorsqu'elles rencontrent ces personnes, qui donnent des spectacles. Nous nous faisons un devoir chaque année au Palais des Congrès de recevoir, d'inviter
les bénéficiaires des associations sociales. Ça aussi, c'est une particularité. C'est pas le grand show où il faut payer le carré d'or pour être présent. Il y a bien sûr le carré d'or, il est important, mais il y a aussi les invités de toutes les associations bénéficiaires, souvent des jeunes qui sont là, ils se font entendre et c'est formidable. Et il y a le sourire aux lèvres aussi qui revient parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. C'est un peu ce que je dis moi quand je les rencontre. Il y a cet accompagnement, nous sommes là pour ça. C'est une vocation, c'est les professionnels du Fonds social juif unifié, des associations fédérées qui font un travail incroyable et qui font en sorte de maintenir ce sourire, parfois un petit sourire, parfois un grand sourire sur les lèvres des personnes qui bénéficient des fonds. Et là, on parle du Palais des Congrès qui aura lieu dans quelques jours, mais c'est vrai. Et chaque année, dans toutes les grandes villes et même les petites villes de province, il y a un spectacle, il y a un événement, il y a une soirée, il y a des gens qui se monopolisent pour se rassembler tout le temps. Oui, c'est un moment incroyable. C'est une chaîne de solidarité qui se met en place avec effectivement des événements. Et vous savez, c'est incroyable parce que on me pose souvent beaucoup de questions sur l'avenir des Juifs, sur l'avenir d'Israël. Et il y a une question qu'on me pose chaque année. Après les fêtes de Tishri, on me dit alors, la tzedaka, on m'arrête dans la rue, on m'arrête dans le métro, on m'arrête dans les transports en commun, on m'arrête dans l'avion, dans le train, et on me dit alors, l'appel pour la tzedaka, c'est quand? Qui sera le parrain? Il y a vraiment un intérêt, c'est presque devenu, comme l'avait dit un jour Michel Boujna, il y a Kippour et il y a l'appel pour la tzedaka. On est tous ensemble. Et c'est vrai que c'est un moment qui est très attendu par nos corélégionnaires. Alors qu'est-ce que vous attendez cette année ? J'attends le meilleur. J'attends évidemment qu'on dépasse et de beaucoup les 3,5 millions. C'est un gros challenge, mais nous pouvons le faire. Je sais que la crise est là, mais j'attends que chacun donne le meilleur de soi-même. Souvent, on me pose une question aussi. On me dit qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la réponse est simple. Il y a ce qu'on ne peut pas faire. On ne sait pas comment intervenir sur les grands événements du monde. On aimerait tellement pouvoir le faire. Mais il y a ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est de sortir sa carte bleue, son téléphone, son chéquier et de donner à l'appel national pour la tzedaka pour faire en sorte que nous éclations ce record de 3,5 millions de l'année dernière, que nous nous dépassions largement et que nous tendions, nous touchions ces 5 millions qui seraient déjà la moitié du budget social du FSJU. Dans le judaïsme, on va dire que donner fait partie d'un acte quotidien, on peut appeler ça le chesed. Est-ce que c'est une forme de bénédiction selon vous, quand on a un tout petit peu plus que de pouvoir aider l'autre, même si on ne le connaît pas? Déjà, c'est un devoir sacré, puisque un des premiers commandements et une des premières actions de notre patriarche Abraham, c'est de faire ce chesed dont vous parlez, c'est de faire cette tzedaka, c'est de donner, c'est d'inviter à manger ce qui frappe à sa porte. Donc c'est cette satisfaction quasi mystique, historique. Et effectivement, c'est aussi cette satisfaction de se dire que quand on donne, ça veut dire qu'on peut donner, qu'on est du côté de ceux qui donnent et pas de ceux qui reçoivent. Et la bénédiction qu'on peut faire, ce yehi ratson qu'on peut faire, c'est d'être toujours du côté de ceux qui peuvent donner, qui peuvent aider, plutôt que de ceux qui doivent recevoir. Mais encore une fois, la roue tourne. Et personne de nos familles n'est à l'abri d'un accident de la vie, d'un divorce, d'un licenciement, d'un accident tout simplement, et d'avoir recours au service de la communauté juive organisée, et en particulier du Fonds social juif unifié, que je suis vraiment spécialement fier de présider en ces périodes d'appel national pour la tzedaka. Merci. Merci Maître Ariel Goldman. Merci pour tout le travail que vous faites. Merci pour tout ce que vous mettez en place dans les petites villes, dans les grandes villes, de façon surtout très humaine et très très concrète. Merci. Merci de nous accompagner. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous.